intéressante. Écoutez, je vous écoute depuis 2 heures parler avec une forme de légèreté, de détachement presque, comme si le sort des salariés de la fonderie de Bretagne, d'un territoire, ne vous obligeait pas. Après des millions d'aides publiques, 248 millions d'euros d'aides publiques, vous ne vous sentez pas un peu responsable tout de même de l'avenir de ce territoire et de ses salariés? Et vous disiez tout à l'heure, tout le monde souffre. Je trouvais ça assez curieux parce que votre rémunération en 2024, c'est 1,7 million d'euros fixe annuel, plus 30% quand même en 2024. Ça fera sans doute rêver beaucoup de salariés qui nous regardent. 5,5 millions d'euros sur un an hors action, c'est-à-dire l'équivalent, pour qu'on ait bien en tête ce que ça représente, de 260 personnes au SMIC. C'est à peu près le nombre de salariés qu'il y a aux fonderies de Bretagne, 260, ils sont 300. Ma question, elle est donc simple. Est-ce que vous pensez, monsieur le directeur général, que moralement, intellectuellement, par la force de votre travail, vous valez 260 travailleurs? Ça, c'est toujours très facile et très difficile, donc je ne vais pas commenter sur ça. Je pense qu'il faut aussi comprendre que des gens comme nous, ils sont là parce qu'on a derrière nous une carrière de 20 ans, 30 ans, etc., où toutes les années, on a dû démontrer des résultats. Et quand nous, on fait des résultats, on crée de la valeur. Okay? On crée de la valeur. Renault a triplé sa valeur dans la bourse. Peut-être ça ne vous intéresse pas particulièrement. Mais on a créé, si vous n'êtes pas actionnaire, on a créé 10 milliards. Et comme le 93% des salariés de Renault, auxquels on est en train de donner le 10% du capital de Renault, juste pour votre information. On a créé 10 milliards de cash en positif et on a créé 10 milliards de marge opérationnelle. Ça, c'est la valeur. Ça, c'est ce qu'on fait. Et je peux vous dire une chose. Moi, je travaille 60, 70, 80 heures par semaine. Vous pensez que je dors la nuit tranquille quand il y a ce type de problème? Donc, ne me prenez pas de ce côté-là, parce que nous aussi, on est des travailleurs. On est des gens qui mettent tout et risquent tout dans le truc. Ça, c'est la vérité. Ce n'est pas des décisions faciles. Des fois, il faut qu'on prenne des décisions faciles. Des fois, ce n'est pas des décisions faciles. Okay? Et on se prend nos responsabilités. Et moi, pour Renault, je les ai prises, mes responsabilités, avec mon équipe. On a créé 8000 postes de travail en France dans les derniers. Monsieur le directeur général, il y a des salariés qui sont dehors, sur la place en face de l'Assemblée nationale. Et moi, simplement, ce que je souhaiterais, c'est que vous sortiez de cette salle à la fin de cette audition et que vous alliez leur dire en face que leur boulot, c'est fini et que tout ça, c'est pour des raisons de compétitivité, que derrière, il y aura une friche qui sera laissée. Parce que quand je vous entends qui dites que donneur d'ordre, j'ai horreur de ce mot, mais c'est ce que vous êtes. Et là, ce que vous faites, c'est des dégâts sur les vies des salariés, les vies des familles et les vies des territoires. C'est vrai ici, mais c'est vrai ailleurs. Il y a la SAM, il y a Wallor, il y a Forvia, il y a Valeo. Et quand on interroge les sous-traitants de l'industrie automobile, la fièvre, les patrons, ils disent quoi? Ils disent, finalement, Renault, champion de la mondialisation, Stellantis, pareil, et c'est Toyota, fabricant japonais, qui va faire preuve de plus de doigté, d'attention portée aux sous-traitants dans notre pays. Merci. Ça me pose question. Merci, Mon souhait, monsieur. à l'issue de cette audition, que vous alliez parler aux salariés les yeux dans les yeux, mais ça me pose question quand on entend les patrons de l'industrie automobile qui disent que finalement, c'est Toyota qui fait preuve de plus de patriotisme. Merci. Monsieur le député, bon, il se trouve que j'ai aussi vu le président de la FIEV la semaine dernière et je les vois très régulièrement. C'est pas tout à fait ce qu'ils m'ont dit, mais encore une fois, globalement, en termes de chiffres, on a 800 fournisseurs en France. Dans le cadre du projet Ampère et d'Electricity, 75% de nos fournisseurs de pièces seront dans un rayon de 300 km. Donc on n'est pas, ou on n'est plus, en s'agissant de Renault, dans une phase de ce que vous appelez une délocalisation. Le troisième point, c'est que notre chiffre d'affaires de pièces achetées en France, 5 milliards d'euros, est stable, et nous l'anticipons en croissance avec le doublement prévu de la production en France, qui est le cœur de la stratégie de Renault. Ceci étant dit, il est évident qu'il y a des reconversions majeures. C'est vrai dans la fonderie, c'est vrai dans de nombreuses activités. On pense qu'un salarié sur deux de la filière automobile doit changer de métier. Donc c'est vrai que ce genre de cas difficile,
que vous indiquez qu'on vit tous les jours, ça existe. Mais dans le même temps, ça existe pour toute la filière, et c'est pour ça qu'on insiste sur la notion de reconversion, de formation, et c'est ce qui vous a été dit par Luca De Meo dans son introduction. Merci. Concernant les fonderies de Bretagne, vous dites avoir lâché le bébé après l'avoir biberonné pendant 15 ans. Vous dites avoir respecté ensuite vos engagements. Mais l'enfant est malade. Vous répondez responsabilité du repreneur. Vous répondez coût, restructuration, diversification. Vous nous donnez le sentiment que vous faites le constat de la chronique d'une mort annoncée. Or, vous avez une force technologique, une force d'innovation, une force de frappe commerciale pour ne pas laisser mourir. Est-ce de l'éthique? Est-ce du patriotisme économique? Est-ce la force de symbole? Est-ce que c'est rattraper ce que vous n'avez pas fait avant d'abandonner le bébé? Sauver cette entreprise, ce ne serait pas manger votre chapeau, mais on pourrait vous dire, et on le dirait du fond du cœur, chapeau bas, messieurs les dirigeants. On a traité plusieurs fois le sujet. Donc, on reste sur nos positions. Je pense que on est en train d'avoir toute la discussion sur le futur de l'industrie automobile française autour de la fonderie de Bretagne. On devrait, je pense, comprendre que le phénomène de transformation, il est assez important. Comme l'a dit François Provost, une personne sur deux de la filière devra changer de métier. Ça veut dire qu'on aura besoin de reformation, on aura besoin de reconversion, de restructuration. Nous, on a misé sur l'idée de mettre la France sur la partie la plus haute, la plus noble de la chaîne de la valeur de la nouvelle automobile, c'est-à-dire l'électrique et le software. C'est clair parce que aussi toutes les autorités nous avaient poussé dans cette direction. Et on l'a fait. Et maintenant, on en a les fruits, mais il y a aussi des conséquences comme des sujets comme la SAM plutôt que les fonderies de Bretagne. On ne peut pas avoir nécessairement les deux choses. Par contre, j'ai aussi peur que pour faire passer des informations erronées, on les enrobe aussi souvent de vérité. Je voudrais quand même revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit, il faut prendre le virage de l'électrique. Nous voulons produire en France, mais il n'y a pas assez de demande pour l'électrique. Vous avez mis ça sur le dos des bornes de recharge. Vous savez que c'est pas que sur le dos des bornes de recharge, que c'est sur le dos aussi du prix de sortie des véhicules électriques made in France qui sont beaucoup trop chers. Vous avez parlé des sites Renault que vous avez sauvés. Je dois vous dire que les salariés des sites aujourd'hui comme celui de Cléon sont très inquiets car les ventes d'électriques stagnent. Ma question, qu'allez-vous faire pour faire augmenter les ventes de la R5, de la Renault R5? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que des composantes de la Légende et de la Kangoo dont vous aviez parlé soient rapatriées en France? De la Twingo, une des voitures les plus compétitives et peut-être la seule voiture européenne de nouvelle génération en dessous des 20 000 euros, qui était un peu un espèce de seuil psychologique, même si 20 000 euros pour une petite voiture, ça fait encore beaucoup d'argent. Mais la technologie, elle est comme ça parce qu'il y a une batterie qui coûte 2-3 fois le prix d'un moteur thermique. Okay. La Renault 5, seulement pour vous rappeler, la Renault 5, c'est voiture de l'année 2024. Donc elle est considérée par tout le monde la meilleure voiture électrique. Pardon ? Oui, elle ne se vend pas assez. Pourquoi elle ne se vend pas assez? Parce que les gens, ils ont des inquiétudes de l'utilisation de la voiture électrique et parce que ça a des limitations en utilisation, par exemple l'autonomie et les infrastructures, parce que les gens vivent dans un endroit où ils ne peuvent pas charger, où ils prétendent faire exactement la même chose avec une voiture électrique qu'ils font avec une voiture thermique. Mais aujourd'hui, la Renault 5, c'est une des voitures les plus compétitives en coût et en prix en Europe. Merci. Il faut le savoir. Donc, saluer aussi l'effort qu'on est en train de faire. Derrière ça, il y a le travail de milliers de personnes. Il y a des milliards d'investissements que Renault a pris dedans. Donc, au lieu de nous taper dessus, il faudrait peut-être faire bravo que vous avez fait la voiture de l'année. On a gagné deux fois en 2 ans, un derrière l'autre. Ça ne s'est jamais passé. Et ils sont produits en France, ces deux voitures. Je souligne quand même que Renault fait des bénéfices importants et on ne va pas s'en plaindre évidemment, que l'État aide Renault, que ce soit avec des subventions, que ce soit aussi avec d'autres aides, comme je pense aux négociations sur les véhicules chinois, par exemple électriques, où vous savez que nous avons un accord avec eux qui permet que le marché ne soit pas inondé. Alors, sur la fonderie de Bretagne, puisque je suis aussi député breton et comme mes collègues, et je représente aussi, là pour le coup, la région Bretagne, parce que la région Bretagne s'était engagée avec vous à payer une partie des investissements, effectivement, comme l'État, dans les compétences qui sont les nôtres. Et les mots du président de région sont assez durs,
pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler de cette façon-là. Il a parlé de votre décision cynique, trahison, irresponsabilité. Donc quand vous me parlez de reprendre les travailleurs, j'ai bien compris aujourd'hui surtout qu'on est dans un chômage particulièrement bas, donc les travailleurs sont importants. Mais je vois mal les travailleurs de Codan aller à Flins ou dans le nord de la France. C'est quelque chose ils sont installés, on ne va pas demander à des familles installées de quitter leur famille, de quitter l'endroit où ils ont vécu pendant des années pour aller ailleurs. C'est pas possible ça, tout simplement. Sur les volumes, ce que l'on me dit, moi, c'est que les volumes de départ n'ont pas été tenus et que, en fait, les volumes, vous les faites ailleurs. Alors, peut-être que c'est un choix de votre part. Dans ce cas-là, il faudrait l'expliquer. Mais moi, et je ne vais pas être plus long, comme ça, vous aurez le temps de répondre. Moi, c'est quelle solution pour la fonderie de Bretagne et pour les travailleurs? C'est ça qui m'intéresse. Et je pense que là-dessus, vous pouvez nous apporter quelque chose. J'ai répondu 10 fois à la même question. Alors, sinon, ce que je vous propose, peut-être moi, je vous relancerai tout à l'heure pour peut-être répondre de manière plus générale. Et puis, je crois aussi que voilà, il y a des collègues qui vont revenir sur cette question des fonderies. La seule chose que je voudrais dire, c'est que depuis 2022, on a respecté tous nos engagements avec la fonderie de Bretagne. Vous pouvez vérifier ça. Tous les engagements. Alors, il y a une question quand même qui vous est posée. Je crois puisqu'il y a encore un petit peu de temps, et je me permets de relancer par rapport à ce que demande mon collègue, c'est quid des pièces qui sont achetées aujourd'hui aux fonderies de Bretagne, et n'avez-vous pas en fait le projet d'acheter à d'autres fournisseurs? Oui, mais c'est simplement pour qu'il puisse y avoir une réponse aux collègues. Ok.